Le matin s'installe progressivement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lumière douce qui donne l'impression trompeuse d'un apaisement général, alors qu'en réalité, plusieurs destins sont déjà en train de se tendre vers un point de rupture invisible. Derrière cette apparente tranquillité, les esprits sont en mouvement, traversés par des doutes, des décisions lourdes et des engagements qui risquent d'avoir des conséquences irréversibles. Chez Manu, l'atmosphère est lourde d'une réflexion silencieuse qui ne cesse de revenir en boucle depuis que Ève lui a confié sa demande. Il ne s'agit pas simplement d'un service ou d'un geste de soutien, mais d'une mission qui implique de franchir une frontière morale délicate, celle qui consiste à créer un lien avec Charles tout en gardant à l'esprit un objectif précis. Cette ambiguïté le dérange profondément, car il sait que toute relation construite sur une intention cachée finit toujours par laisser des traces, autant chez celui qui manipule que chez celui qui se confie. Il repense avec insistance à la manière dont Ève a présenté les choses, avec une forme de simplicité presque désarmante qui ne correspond pas à la complexité réelle de la situation. Pour elle, il s'agit seulement d'être présent, d'écouter, d'ouvrir un espace de confiance, mais pour Manu, chaque interaction porte un poids émotionnel qu'il ne peut ignorer. Il comprend qu'en acceptant, il s'engage dans une dynamique dont il ne maîtrisera pas tous les effets, et cette perspective le pousse à s'interroger sur ses propres limites. Dans le même temps, Ève se prépare à affronter une première journée qui représente pour elle un véritable saut dans l'inconnu. Son entrée dans le milieu carcéral ne correspond en rien à ce qu'elle a connu jusqu'à présent, et même si elle tente de garder une attitude déterminée, son corps trahit une tension qu'elle ne parvient pas à dissimuler totalement. Face au miroir, elle cherche à se convaincre qu'elle est prête, mais ses pensées restent envahies par des scénarios possibles où chaque mot pourrait être mal interprété et chaque geste mal perçu. Les recommandations de Claire continuent de résonner en elle avec une intensité particulière, car elles mettent en lumière un point essentiel, la nécessité de maintenir une distance émotionnelle dans un environnement où l'implication personnelle peut devenir un piège. Pourtant, cette distance est précisément ce qui lui semble le plus difficile à instaurer, car Ève fonctionne à l'instinct, à l'empathie, à la proximité humaine, ce qui la rend à la fois précieuse et vulnérable. Lorsqu'elle évoque son trac auprès de Manu, ce n'est pas simplement une inquiétude passagère, mais le reflet d'une conscience aiguë des enjeux de cette nouvelle responsabilité. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de faillir, car au-delà de l'enseignement, il s'agit d'entrer en contact avec des femmes dont les parcours sont marqués par la rupture et la méfiance. Malgré cela, elle ne recule pas, portée par une volonté sincère de faire quelque chose d'utile, même si elle ne mesure pas encore à quel point cette expérience pourrait la transformer en profondeur. C'est dans ce contexte qu'elle rappelle à Manu la promesse qu'il lui a faite, sans imaginer que cette simple phrase agit sur lui comme un rappel constant de l'engagement qu'il hésite encore à assumer pleinement. Elle ne lui demande pas de résultats immédiats, ni de stratégies complexes, mais seulement de créer un lien avec Charles, de lui offrir une présence qui pourrait l'aider à s'ouvrir. Cependant, Manu perçoit parfaitement que cette demande, en apparence simple, repose sur une mécanique beaucoup plus subtile, dans laquelle chaque parole échangée pourrait devenir un élément déterminant. Pendant ce temps, Lucas et Emma font face à une réalité qui s'impose à eux avec une brutalité croissante, celle de voir leur mère enfermée et dépendante d'un système dont ils ne maîtrisent pas les règles. Emma tente de préserver une forme de normalité en continuant à travailler, en s'accrochant à des repères quotidiens qui lui permettent de ne pas sombrer dans l'angoisse. Elle avance avec une certaine discipline, convaincue que rester active est la seule manière de ne pas se laisser submerger. Lucas, en revanche, ne parvient plus à accepter cette situation comme une fatalité, car il ressent avec intensité l'injustice qui pèse sur leur mère et qui s'étend désormais à toute leur vie. Il ne se contente plus d'espérer une amélioration, mais il décide d'agir, de s'impliquer directement, quitte à prendre des risques qu'il ne mesure pas encore entièrement. La promesse qu'il fait à Emma de sortir leur mère de prison ne relève pas seulement d'un élan émotionnel, mais d'une décision profonde qui redéfinit ses priorités. Lorsqu'il cherche à rassurer sa sœur, il adopte un ton ferme qui masque difficilement la pression qu'il s'impose à lui-même, car il sait que cette promesse l'oblige désormais à aller jusqu'au bout, quelle que soit la complexité du chemin. Emma perçoit cette détermination, mais elle ressent aussi une inquiétude diffuse, comme si cette volonté pouvait les entraîner dans une spirale difficile à contrôler. Malgré cela, elle choisit de ne pas s'opposer, car elle comprend que leur lien familial est devenu leur principal point d'ancrage. À la paillote, Victor observe Emma avec une attention discrète qui traduit une compréhension silencieuse de ce qu'elle traverse. Il ne cherche pas à intervenir directement, mais son regard reflète une inquiétude lucide face aux événements récents. Il devine que derrière l'apparente normalité de son travail, Emma porte une charge émotionnelle importante, et il sait que cette tension finira par trouver un point d'expression.
Parallèlement, Lucas rejoint Dimitri, dont l'esprit est déjà entièrement tourné vers le plan qu'il a élaboré pour faire tomber Jeanne. Ce plan repose sur une idée audacieuse qui consiste à exploiter une faille psychologique profonde en recréant la voix du père de Jeanne, une figure qui reste ancrée dans son inconscient comme un repère émotionnel puissant. Dimitri ne voit pas cette stratégie comme une simple manipulation, mais comme un levier nécessaire pour faire émerger une vérité qu'il estime enfouie sous des couches de silence et de déni. Lorsque Lucas découvre les détails de cette approche, il ressent un mélange de fascination et de malaise, car il comprend immédiatement l'efficacité potentielle du dispositif tout en percevant les implications éthiques qu'il soulève. Il réalise que ce type de méthode dépasse le cadre habituel d'une enquête, en pénétrant directement dans l'intimité psychique de la personne visée. Pourtant, face à l'enjeu qui concerne sa mère, il choisit de ne pas freiner Dimitri, acceptant implicitement de franchir cette limite. Ils attendent le moment opportun avec une vigilance accrue, observant les moindres mouvements de Jeanne jusqu'à ce qu'elle quitte sa maison, laissant derrière elle un espace temporairement accessible. L'intrusion se déroule avec une précision méthodique, chaque geste étant calculé pour éviter toute trace, tandis que l'intérieur de la maison leur renvoie une impression étrange, comme si les lieux eux-mêmes conservaient les secrets de celle qui y vit. L'installation du dispositif technique se fait avec une rigueur qui témoigne de la préparation minutieuse de Dimitri, chaque élément étant positionné de manière à capter le maximum d'informations sans éveiller de soupçons. La phase suivante, qui consiste à recréer la voix du père de Jeanne, marque un basculement plus profond dans le plan, car le résultat obtenu dépasse la simple imitation et produit une illusion troublante de réalité. Lucas observe cette transformation avec une attention soutenue, conscient qu'ils sont en train de mettre en place un mécanisme capable de provoquer un choc émotionnel intense. Il comprend que ce moment sera déterminant, car il reposera sur la capacité de Jeanne à faire face à une présence qu'elle croit impossible, et sur la réaction instinctive que cela déclenchera en elle. Pendant ce temps, Florent poursuit une démarche différente mais tout aussi stratégique en rencontrant Nathalie au parloir, où il lui expose avec clarté les failles du dossier qui pèsent contre elle. Il ne cherche pas à lui donner de faux espoirs, mais à lui montrer qu'il existe une marge d'action fondée sur l'absence de preuves directes et sur les incohérences de l'accusation. Nathalie écoute avec une attention croissante, car elle perçoit dans le discours de Florent une logique solide qui contraste avec le sentiment d'impasse dans lequel elle se trouvait jusqu'alors. L'idée qu'une défense construite sur le doute puisse lui offrir une chance réelle la pousse à accepter son aide, même si cela implique de s'engager dans une bataille judiciaire incertaine. Cette décision ne reste pas sans réaction, puisque Johanna exprime rapidement ses réserves en mettant en garde Florent contre les risques liés à l'implication dans une affaire qu'elle juge dangereuse. Elle craint que Nathalie ne soit pas simplement une victime du système, mais une personne capable de manipuler et de dissimuler la vérité, ce qui pourrait entraîner Florent dans une situation difficile à maîtriser. Malgré ces avertissements, Florent maintient sa position, convaincu que son rôle consiste précisément à défendre même les cas les plus complexes, en s'appuyant sur les principes fondamentaux du droit. Son choix s'inscrit dans une logique qui dépasse les jugements personnels, mais il ne peut ignorer que cette affaire aura des répercussions sur son entourage. À cet instant précis, sans que les différents protagonistes en aient conscience, leurs actions respectives commencent à converger vers un point commun où les tensions accumulées risquent de se libérer simultanément. Chaque décision, chaque engagement, chaque prise de risque contribue à rapprocher ce moment où les vérités enfouies ne pourront plus rester dissimulées. Ainsi, tandis que certains avancent avec la conviction de faire ce qui est nécessaire et que d'autres tentent de préserver un équilibre fragile, un mécanisme invisible se met en place, prêt à déclencher une série d'événements dont les conséquences dépasseront largement ce que chacun avait anticipé. Dans le même temps, alors que chacun poursuit sa trajectoire sans encore mesurer l'ampleur des conséquences à venir, une tension plus diffuse commence à s'installer, comme si les événements enclenchés dans l'ombre commençaient à produire leurs premiers effets visibles. Rien n'explose encore, mais tout se prépare avec une précision presque inquiétante, chaque action venant alimenter un enchaînement dont personne ne pourra vraiment se détacher. Chez Ève, le moment tant redouté finit par arriver lorsqu'elle franchit les portes de la prison pour la première fois dans son nouveau rôle. L'environnement, à la fois froid et chargé d'histoires invisibles, agit immédiatement sur elle, créant une sensation d'oppression qu'elle ne peut ignorer malgré ses efforts pour rester concentrée. Chaque bruit, chaque regard, chaque mouvement des détenus semble porter une signification particulière, comme si elle entrait dans un espace où les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Elle tente de se raccrocher à ce qu'elle a préparé, à ce programme de remise à niveau en orthographe et à cet atelier d'écriture qu'elle a imaginé comme un moyen d'expression et de reconstruction. Pourtant, face aux premières réactions des détenus, elle comprend rapidement que la théorie ne suffit pas,
car la réalité impose une adaptation constante, une vigilance de chaque instant. Certaines femmes observent avec méfiance, d'autres affichent une indifférence presque provocatrice, tandis que quelques-unes semblent prêtes à tester ses limites dès les premières minutes. Cette diversité de comportements la déstabilise plus qu'elle ne l'avait anticipé, car elle réalise qu'elle ne peut pas s'appuyer uniquement sur sa bonne volonté ou sur ses compétences pédagogiques pour établir une autorité naturelle. Elle doit trouver un équilibre entre proximité et distance, entre écoute et fermeté, sans se laisser entraîner dans des dynamiques qui pourraient rapidement lui échapper. Les paroles de Claire prennent alors une dimension concrète, presque urgente, car Ève ressent immédiatement le danger de se laisser happer émotionnellement par certaines situations. Elle perçoit des regards chargés d'histoire, des silences lourds de non-dits, et elle comprend que derrière chaque détenu se cache une réalité complexe qui pourrait la toucher plus qu'elle ne le souhaiterait. Malgré cela, elle s'efforce de garder une ligne directrice, consciente que la moindre faille pourrait être exploitée. Parallèlement, Manu se retrouve face à la mise en œuvre concrète de la promesse qu'il a faite, une promesse qui ne cesse de peser sur ses décisions au fur et à mesure que le moment d'agir se rapproche. Il sait qu'il doit contacter Charles, organiser une rencontre, créer un contexte propice à l'échange, mais chaque étape lui semble chargée d'une ambiguïté difficile à assumer pleinement. Il réfléchit longuement à la manière d'aborder cette situation, cherchant une approche qui ne trahisse pas totalement ses principes tout en répondant à la demande d'Ève. Il envisage différentes options, différents lieux, différentes activités qui pourraient permettre une rencontre naturelle, sans donner l'impression d'une démarche calculée. Cette réflexion traduit son besoin de conserver une forme d'intégrité dans un cadre qui en manque précisément. Lorsqu'il finit par passer à l'action, ce n'est pas avec légèreté, mais avec une prudence presque excessive, comme s'il avançait sur un terrain instable. Il ne s'agit pas seulement de convaincre Charles de le voir, mais de poser les bases d'une relation qui devra paraître sincère, tout en étant orientée vers un objectif précis. Cette dualité le met dans une position inconfortable, car il sait que la moindre incohérence pourrait compromettre l'ensemble de la démarche. Dans un autre registre, l'affaire Nathalie continue de prendre une tournure plus sérieuse, notamment avec l'intervention du juge Laplace qui se montre de plus en plus convaincu de sa culpabilité. Son raisonnement repose sur une lecture des faits qui privilégie une intention claire liée à l'héritage, rejetant l'idée d'une simple visite sans arrière-pensée. Cette conviction influence directement les décisions prises, notamment la demande de placement en détention provisoire, qui vient renforcer la pression sur Nathalie. Claudine, de son côté, ne cède pas face à cette position, maintenant une ligne de défense ferme qui vise à contester la solidité des éléments avancés. Cette opposition crée une tension palpable dans les échanges, car elle met en lumière deux visions radicalement différentes de la situation. D'un côté, une certitude judiciaire qui tend à se figer, de l'autre, une volonté de maintenir un espace de doute. Florent s'inscrit dans cette dynamique en poursuivant son engagement auprès de Nathalie avec une détermination qui ne faiblit pas malgré les avertissements qu'il reçoit. Il affine sa stratégie, cherchant à exploiter chaque faiblesse du dossier, chaque incohérence qui pourrait être utilisée pour semer le doute. Son approche repose sur une analyse rigoureuse, mais aussi sur une forme de conviction personnelle qui le pousse à ne pas abandonner, même lorsque le contexte devient défavorable. Pendant ce temps, dans la sphère médiatique, Paloma se prépare à couvrir le procès avec un regard qui oscille entre fascination et curiosité professionnelle. Elle perçoit Nathalie comme une figure complexe, presque captivante, ce qui la pousse à vouloir approfondir son histoire. Cette approche attire cependant l'attention de Marc, qui tente de la mettre en garde contre le risque de glorifier une personne dont la dangerosité ne doit pas être sous-estimée. Marc insiste sur la nécessité de garder une distance critique, de ne pas se laisser séduire par une narration qui pourrait masquer la réalité des faits. Il connaît les mécanismes médiatiques qui transforment parfois les affaires judiciaires en récits sensationnels, et il cherche à éviter que cette situation ne suive le même chemin. Cette mise en garde crée un contraste intéressant avec l'attitude de Paloma, qui semble attirée par la complexité du personnage de Nathalie. Dans un tout autre lieu, Dimitri et Lucas attendent le retour de Jeanne, conscients que le moment décisif approche. L'installation du dispositif est terminée, le plan est en place, et il ne reste plus qu'à observer et déclencher le mécanisme prévu. L'attente devient alors une épreuve en soi, car elle amplifie la tension et laisse place à toutes les hypothèses possibles. Lorsque Jeanne finit par rentrer chez elle, rien dans son attitude ne laisse présager ce qui l'attend. Elle évolue dans son environnement avec une normalité apparente, inconsciente de la présence invisible qui l'entoure désormais. Cette banalité rend la situation encore plus troublante, car elle contraste avec la violence psychologique du piège qui est sur le point de se refermer.
Le moment choisi par Dimitri pour activer le dispositif n'est pas laissé au hasard, car il cherche à créer un effet de surprise maximale, un instant où Jeanne sera la plus vulnérable. Lorsque la voix de son père retentit, le choc est immédiat, profond, presque irréel. Cette voix, qu'elle croyait appartenir au passé, surgit dans son présent avec une intensité qui dépasse toute logique. La réaction de Jeanne est instinctive, incontrôlée, révélant une faille émotionnelle que Dimitri avait précisément anticipée. Confrontée à cette présence qu'elle ne peut expliquer, elle se retrouve face à ses propres souvenirs, à ses propres culpabilités, sans le filtre de la rationalité. Ce moment de déséquilibre crée les conditions idéales pour faire émerger une vérité qu'elle avait jusque-là contenue. Lucas, témoin de la scène à distance, ressent la puissance de ce qu'ils ont déclenché, réalisant que le plan fonctionne au-delà de leurs attentes. Il perçoit cependant aussi la violence de la situation, car il comprend que Jeanne est en train de vivre un choc qui dépasse largement le cadre d'une simple confrontation. Malgré cela, il ne détourne pas le regard, conscient que cet instant est déterminant pour la suite. Dans cet espace suspendu entre illusion et réalité, Jeanne finit par céder à la pression intérieure qui la submerge, laissant échapper des paroles qui marquent un tournant décisif. Elle reconnaît avoir poussé son frère, décrivant l'événement comme un accident, mais confirmant ainsi un élément clé de l'enquête. Cet aveu, obtenu dans des conditions particulières, devient immédiatement une pièce centrale pour Dimitri et Lucas. Au même moment, sans qu'ils ne puissent encore en mesurer toutes les conséquences, une autre scène se prépare à quelques instants de là, prête à faire basculer la situation dans une dimension encore plus critique. À ce moment précis, alors que l'aveu de Jeanne vient tout juste d'être arraché dans un contexte chargé d'émotions et de manipulation psychologique, une nouvelle bascule s'opère sans que Dimitri et Lucas puissent immédiatement en anticiper la portée. L'atmosphère, déjà tendue, semble se contracter davantage, comme si les événements refusaient désormais de se dérouler de manière linéaire et cherchaient au contraire à s'accélérer brutalement. Jeanne, encore sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, peine à retrouver ses repères. La voix qu'elle a entendue continue de résonner en elle, brouillant la frontière entre le réel et l'imaginaire. Son esprit tente de reconstituer une logique, de comprendre ce qui s'est passé, mais chaque tentative se heurte à l'intensité de l'émotion qu'elle vient de traverser. Elle ne réfléchit plus de manière structurée, elle réagit, guidée par une confusion qui fragilise chacune de ses certitudes. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême qu'elle se dirige vers la porte, comme si un réflexe presque mécanique la poussait à chercher une présence tangible, un point d'ancrage qui pourrait la ramener à une réalité plus stable. Lorsqu'elle ouvre finalement, son regard se fixe immédiatement sur la silhouette qui se tient devant elle, et pendant une fraction de seconde, son esprit refuse d'accepter ce qu'elle voit réellement. Elle croit reconnaître son père. Ce n'est pas une simple confusion passagère, mais une projection totale, alimentée par le choc précédent, qui transforme Alain en une figure familière appartenant au passé. Cette illusion agit comme une surcharge émotionnelle que son corps ne parvient plus à absorber, provoquant une réaction physique immédiate. La peur, la culpabilité et la surprise se mêlent dans un même instant, déclenchant un malaise qui la submerge entièrement. Jeanne perd connaissance presque sans transition, son corps cédant sous le poids de ce qu'elle vient de vivre. La chute est brutale, inattendue, et plonge Alain dans une situation d'urgence qu'il n'avait absolument pas anticipée. Lui qui était venu dans un tout autre état d'esprit se retrouve confronté à une scène critique où chaque seconde devient essentielle. Sans perdre de temps, il adopte un comportement instinctif, dicté par son expérience et son sang-froid, en vérifiant immédiatement les signes vitaux de Jeanne. Le pouls, la respiration, chaque détail compte dans ces premières secondes où il s'agit de déterminer la gravité de la situation. Il comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un simple malaise sans conséquence, mais d'un épisode plus sérieux qui nécessite une prise en charge rapide. Pendant ce temps, à distance, Dimitri et Lucas assistent à la scène sans pouvoir intervenir directement, ce qui renforce leur sentiment d'impuissance face à ce qu'ils ont déclenché. Leur plan a fonctionné, l'aveu a été obtenu, mais le prix immédiat de cette réussite apparaît soudainement plus élevé que prévu. La situation leur échappe partiellement, car ils n'avaient pas anticipé une réaction physique aussi violente. Lucas, en particulier, ressent un trouble grandissant en observant les conséquences concrètes de leur action. Il comprend que la frontière qu'ils ont franchie n'est pas seulement morale, mais aussi humaine, car elle a provoqué une souffrance réelle, visible, qu'il ne peut plus ignorer. Malgré cela, il ne peut s'empêcher de penser à sa mère, à l'objectif initial qui justifiait, à ses yeux, ce type de prise de risque. Dimitri, de son côté, reste focalisé sur le résultat obtenu, même si une tension intérieure commence à apparaître. Il sait que l'aveu de Jeanne constitue une avancée majeure,
une pièce qui pourrait faire basculer l'ensemble de l'enquête. Cependant, il perçoit également que les circonstances dans lesquelles cet aveu a été obtenu pourraient poser problème, tant sur le plan juridique que moral. Cette dualité entre efficacité et conséquences immédiates crée une fissure dans leur dynamique, car elle met en lumière une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Chaque action entraîne une réaction, et certaines de ces réactions dépassent le cadre qu'ils avaient envisagé. Dans un autre registre, Manu poursuit son approche avec Charles, cherchant à instaurer un contact qui ne paraisse ni forcé ni artificiel. Il choisit un angle simple, presque banal, en proposant une activité qui pourrait servir de prétexte à une rencontre sans pression. Cette stratégie lui permet de garder une certaine cohérence avec lui-même, tout en respectant la demande d'Ève. Cependant, même dans cette approche mesurée, il ressent une tension constante, car il sait qu'il ne peut pas être totalement transparent. Il doit composer avec une part de non-dit qui influence sa manière de se comporter, de poser des questions, de réagir aux réponses de Charles. Cette contrainte subtile modifie la nature même de l'échange, le rendant plus complexe qu'il n'y paraît. Charles, de son côté, ne perçoit pas immédiatement cette dimension, mais il reste attentif, sensible à la manière dont Manu se présente à lui. Il n'est pas totalement fermé, mais il ne s'ouvre pas non plus facilement, comme s'il évaluait inconsciemment la sincérité de la démarche. Cette prudence naturelle crée une interaction lente, progressive, où chaque geste doit être calibré. Manu comprend qu'il ne pourra pas forcer les choses, et qu'il devra avancer avec patience, en acceptant que la confiance ne se construit pas sur commande. Cette prise de conscience renforce son malaise initial, car elle confirme que la mission qui lui a été confiée ne peut pas être réduite à une simple formalité. Pendant ce temps, au cœur de la prison, Ève continue de naviguer dans un environnement qui ne cesse de la mettre à l'épreuve. Les premières heures de son cours révèlent des tensions sous-jacentes qui ne se manifestent pas toujours de manière directe, mais qui influencent chaque interaction. Certaines détenues testent les limites, d'autres observent en silence, cherchant à comprendre jusqu'où elles peuvent aller. Ève tente de maintenir un cadre, de structurer les échanges autour des exercices qu'elle a préparés, mais elle sent que l'équilibre est fragile. Elle doit constamment ajuster son positionnement, oscillant entre fermeté et ouverture, sans jamais perdre le fil de son objectif initial. Cette gymnastique mentale la fatigue plus rapidement qu'elle ne l'aurait imaginé, car elle mobilise une attention de chaque instant. Malgré ces difficultés, elle refuse de céder à la peur ou au doute, s'accrochant à l'idée que sa présence peut apporter quelque chose de positif, même dans un contexte aussi contraignant. Elle ne voit pas encore les conséquences indirectes de ce choix, ni la manière dont cette expérience pourrait influencer sa relation avec Manu, mais les premières fissures commencent déjà à apparaître. Dans le même temps, Florent poursuit son travail avec une concentration intacte, approfondissant chaque aspect du dossier de Nathalie pour construire une défense solide. Il analyse les éléments à charge, identifie les incohérences, et prépare les arguments qui lui permettront de remettre en question la version dominante des faits. Cette démarche rigoureuse contraste avec la perception extérieure de l'affaire, où les certitudes semblent déjà s'installer, notamment du côté du juge Laplace. Cette opposition entre analyse juridique et conviction personnelle crée un terrain de confrontation qui ne fera que s'intensifier à mesure que l'affaire avancera. Ainsi, tandis que certains personnages cherchent à maîtriser des situations de plus en plus complexes, d'autres se retrouvent entraînés dans des dynamiques qu'ils ne contrôlent plus totalement. Les événements s'enchaînent avec une logique implacable, chaque action venant alimenter un mouvement global qui semble désormais impossible à arrêter. Et au cœur de ce mouvement, une vérité commence à émerger, fragile mais déterminante, prête à bouleverser l'équilibre déjà précaire de tous ceux qui y sont liés. Dans le prolongement immédiat des événements qui viennent de se produire, une tension plus sourde s'installe, comme si chacun des protagonistes ressentait confusément que quelque chose a été franchi, une limite invisible mais décisive, au-delà de laquelle les conséquences ne pourront plus être contenues. L'aveu de Jeanne, son malaise brutal, et l'intervention précipitée d'Alain créent une onde de choc silencieuse qui commence déjà à se diffuser dans les différents cercles liés à l'affaire. Alain, confronté à l'urgence, agit avec une rigueur qui contraste avec la confusion de la situation. Il ne se laisse pas envahir par l'émotion et concentre toute son attention sur les gestes essentiels, cherchant à stabiliser Jeanne en attendant une prise en charge plus complète. Chaque seconde est utilisée pour maintenir un minimum de contrôle, mais derrière cette maîtrise apparente, une inquiétude réelle commence à se former. Il comprend que ce qu'il a sous les yeux dépasse un simple incident, et que l'état de Jeanne pourrait révéler des tensions plus profondes. Lorsque les secours sont envisagés, la question du contexte devient immédiatement problématique, car Alain ne peut ignorer que la situation dans laquelle il a trouvé Jeanne reste floue.
Il ne sait pas encore ce qui a provoqué ce choc, ni ce qui a pu déclencher une réaction aussi violente, mais il perçoit que l'environnement même dans lequel elle se trouvait a joué un rôle déterminant. Cette incertitude le pousse à rester particulièrement attentif, comme s'il cherchait déjà à reconstituer les éléments d'un puzzle dont certaines pièces lui échappent. À distance, Dimitri et Lucas continuent d'observer, mais leur posture a changé. L'excitation liée à la réussite du plan a laissé place à une forme de tension plus complexe, mêlant satisfaction et inquiétude. Dimitri reste concentré sur l'essentiel, à savoir l'aveu qu'ils ont obtenu, car il sait que cette information peut devenir un levier déterminant dans la suite de l'enquête. Pourtant, il ne peut ignorer complètement la manière dont cet aveu a été obtenu, ni les conséquences immédiates qu'il a engendrées. Lucas, quant à lui, est davantage affecté par la dimension humaine de la situation. Il ne peut s'empêcher de revoir la scène, de mesurer l'impact de leur action sur Jeanne, et de s'interroger sur la légitimité de ce qu'ils ont fait. Cette réflexion ne remet pas en cause son objectif principal, qui reste la libération de sa mère, mais elle introduit une fissure dans sa certitude initiale. Il commence à comprendre que certaines vérités, même nécessaires, peuvent être obtenues à un coût difficile à assumer. Cette divergence intérieure ne s'exprime pas immédiatement entre eux, mais elle modifie subtilement leur manière d'aborder la suite. Dimitri avance avec une logique d'efficacité, cherchant à exploiter au plus vite l'aveu obtenu, tandis que Lucas ressent le besoin de prendre du recul, ne serait-ce que pour comprendre les implications exactes de ce qu'ils viennent de déclencher. Pendant ce temps, Manu poursuit son approche avec Charles, mais la complexité de la situation se fait de plus en plus ressentir. Il ne s'agit plus seulement d'initier un contact, mais de maintenir une interaction qui puisse évoluer naturellement, sans éveiller de soupçons. Cette continuité exige une attention constante, car chaque détail peut influencer la perception que Charles aura de lui. Manu choisit de s'appuyer sur des activités simples, presque anodines, pour créer un cadre propice à l'échange, mais il se rend compte que la simplicité apparente de ces moments cache une tension plus profonde. Il doit constamment ajuster son discours, ses réactions, ses silences, afin de rester cohérent tout en orientant subtilement la conversation. Cette gymnastique mentale le fatigue, car elle l'oblige à être à la fois présent et en retrait, impliqué et distant. Charles, de son côté, continue d'évoluer avec une prudence instinctive. Il ne rejette pas totalement l'initiative de Manu, mais il ne s'y abandonne pas non plus. Il observe, il analyse, cherchant à déterminer si cette proximité est sincère ou intéressée. Cette attitude crée une dynamique lente, où la confiance ne peut se construire que progressivement, au fil d'échanges qui restent encore superficiels. Manu comprend alors que la mission qui lui a été confiée ne pourra pas être menée rapidement, et que toute tentative de précipitation risquerait de compromettre l'ensemble du processus. Cette prise de conscience renforce son sentiment d'être engagé dans une situation dont il ne maîtrise pas complètement les paramètres, ce qui accentue son malaise initial. Au même moment, Eve poursuit ses cours en prison avec une détermination qui ne faiblit pas, malgré les difficultés rencontrées. Elle commence à percevoir les dynamiques internes du groupe, à identifier les profils les plus influents, ceux qui peuvent faciliter ou compliquer son travail. Cette observation lui permet d'ajuster progressivement son approche, en cherchant à instaurer un cadre plus stable. Cependant, cette adaptation ne se fait pas sans effort, car elle implique de résister à certaines provocations, de ne pas réagir impulsivement à des attitudes parfois déstabilisantes. Eve doit apprendre à gérer ses émotions dans un environnement où elles peuvent être perçues comme des faiblesses, ce qui constitue pour elle un véritable défi. Elle avance avec prudence, consciente que chaque erreur pourrait avoir des conséquences immédiates. Dans un autre registre, l'affaire Nathalie continue de se structurer autour de positions de plus en plus tranchées. Le juge Laplace maintient sa conviction, renforçant les mesures prises à son encontre, tandis que Florent affine sa stratégie en cherchant à exploiter chaque faille du dossier. Cette opposition crée une tension juridique qui ne cesse de s'intensifier, chaque camp consolidant ses arguments en prévision des étapes à venir. La décision de Nathalie d'accepter la défense de Florent marque un tournant, car elle officialise une ligne de confrontation qui va désormais structurer l'ensemble de la procédure. Florent sait qu'il devra faire face à une pression importante, non seulement de la part de l'accusation, mais aussi de son entourage, qui continue de douter du bien-fondé de son engagement. Johanna, en particulier, reste profondément sceptique face à cette décision. Elle ne parvient pas à voir Nathalie autrement que comme une personne dangereuse, capable de manipuler son environnement pour servir ses propres intérêts. Cette perception la pousse à insister auprès de Florent, tentant de lui faire prendre conscience des risques qu'il encourt, mais sans parvenir à infléchir sa position. Parallèlement, Paloma se prépare à couvrir l'affaire avec un intérêt qui ne faiblit pas,
attirée par la complexité du personnage de Nathalie. Elle perçoit dans cette histoire une dimension humaine et dramatique qui dépasse le simple cadre judiciaire, ce qui alimente sa curiosité. Cependant, les mises en garde de Marc continuent de résonner, l'incitant à ne pas céder à une vision trop romancée de la situation. Cette tension entre fascination et prudence reflète une dynamique plus large, où chaque acteur interprète les événements à travers son propre prisme, contribuant à une lecture fragmentée de la réalité. Chacun détient une part de vérité, mais aucune vision ne parvient à s'imposer comme totalement définitive. Ainsi, tandis que les événements semblent s'enchaîner avec une logique implacable, une complexité croissante s'installe, rendant chaque décision plus lourde, chaque action plus risquée. Les trajectoires individuelles commencent à se croiser de manière plus directe, créant des points de friction où les intérêts, les émotions et les stratégies entrent en collision. Et au cœur de cette mécanique, une question demeure en suspens, prête à émerger avec force, jusqu'où chacun est-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il veut, et surtout, à quel prix? Dans le prolongement de ces tensions qui ne cessent de s'intensifier, les conséquences des actions menées commencent à apparaître de manière plus concrète, comme si chaque décision prise jusque-là entrait désormais dans une phase où elle ne peut plus être contenue ni dissimulée. Ce qui n'était encore que stratégie ou intention devient progressivement réalité, avec des répercussions qui touchent à la fois les individus et les équilibres fragiles qu'ils tentaient de préserver. Alain, toujours auprès de Jeanne, voit la situation évoluer lentement, oscillant entre inquiétude et vigilance. Après le malaise, chaque signe de reprise de conscience est observé avec une attention extrême, car il ne s'agit plus seulement de stabiliser son état physique, mais aussi de comprendre ce qui a pu provoquer une réaction aussi violente. Il reste concentré, mais son esprit cherche déjà à reconstruire les circonstances qui ont précédé cet effondrement soudain. Lorsque Jeanne commence à reprendre connaissance, son regard est encore perdu, comme si son esprit n'avait pas totalement quitté l'état de confusion dans lequel elle s'était enfermée. Elle tente de se raccrocher à des repères, mais les images se superposent encore, mêlant le souvenir de la voix entendue à la présence réelle d'Alain. Cette transition difficile entre illusion et réalité crée un moment fragile où chaque mot, chaque geste peut avoir un impact déterminant. Alain, conscient de cette fragilité, adopte une approche mesurée, cherchant à ne pas brusquer Jeanne tout en essayant de la ramener à une perception plus stable de la situation. Il ne pose pas immédiatement de questions, préférant s'assurer qu'elle retrouve un minimum de cohérence avant d'aborder les circonstances du malaise. Cette prudence traduit une compréhension fine de l'état psychologique dans lequel elle se trouve. À distance, Dimitri et Lucas analysent la suite des événements avec une attention renouvelée, car ils savent que l'aveu obtenu ne constitue qu'une étape et non une finalité. Dimitri commence déjà à envisager les implications concrètes de cette confession, réfléchissant à la manière dont elle pourrait être utilisée pour faire avancer l'enquête. Il sait que la valeur de cet aveu dépendra en grande partie de sa crédibilité et des conditions dans lesquelles il pourra être présenté. Lucas, quant à lui, reste marqué par ce qu'il vient de voir, et même s'il ne remet pas en cause l'importance de ce qu'ils ont obtenu, il ne parvient pas à se détacher complètement du malaise que lui inspire la situation. Il comprend que leur action a produit un résultat, mais il perçoit aussi qu'elle a laissé des traces visibles, immédiates, qui pourraient compliquer la suite. Cette tension intérieure le pousse à adopter une attitude plus prudente, comme s'il ressentait le besoin de réévaluer les étapes suivantes avant de continuer. Il ne s'oppose pas à Dimitri, mais il ne suit plus aveuglément le même rythme, introduisant une nuance dans leur collaboration. Dans un autre contexte, Manu poursuit ses échanges avec Charles, mais la relation reste encore fragile, construite sur des bases qui demandent à être consolidées avec patience. Il choisit de ne pas forcer la conversation, laissant des silences s'installer, permettant à Charles de prendre l'initiative lorsqu'il le souhaite. Cette approche, bien que plus lente, correspond davantage à la nature du lien qu'il tente de créer. Charles commence à se montrer légèrement plus réceptif, sans pour autant s'ouvrir pleinement. Il accepte la présence de Manu, il participe aux échanges, mais il garde une distance qui traduit une forme de prudence instinctive. Cette évolution, même limitée, représente un premier pas qui confirme à Manu que la confiance ne peut se construire que dans la durée. Cependant, cette progression ne suffit pas à dissiper le malaise de Manu, qui reste conscient du rôle qu'il joue et de la finalité de cette relation. Il ressent une tension constante entre ce qu'il fait et ce qu'il pense, entre l'authenticité qu'il voudrait préserver et la stratégie qu'il doit suivre. Cette dualité crée une fatigue mentale qui commence à se faire sentir. Pendant ce temps, Eve continue de s'adapter à son environnement carcéral, développant progressivement une lecture plus fine des interactions qui s'y déroulent. Elle identifie des comportements récurrents, des dynamiques de groupe qui influencent le déroulement de ses cours,
et elle ajuste sa posture en conséquence. Cette évolution lui permet de gagner en assurance, même si la pression reste présente. Elle comprend que son rôle dépasse la simple transmission de connaissances, et qu'elle doit également gérer des tensions sous-jacentes qui peuvent surgir à tout moment. Cette prise de conscience renforce son engagement, mais elle augmente aussi le niveau d'exigence qu'elle s'impose, car elle ne veut pas être perçue comme une figure fragile ou manipulable. Malgré cela, certaines situations continuent de la déstabiliser, notamment lorsqu'elle se retrouve face à des réactions imprévisibles ou à des silences chargés de sens. Elle apprend à ne pas réagir immédiatement, à observer, à analyser, mais cette retenue demande un effort constant qui la fatigue plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Dans la sphère judiciaire, Florent poursuit son travail avec une intensité qui ne faiblit pas, cherchant à consolider chaque aspect de la défense de Nathalie. Il approfondit les éléments du dossier, explore les angles possibles, et prépare les arguments qui lui permettront de contester la version dominante. Cette préparation minutieuse reflète son engagement total dans l'affaire. Nathalie, de son côté, commence à percevoir cette implication comme un véritable soutien, ce qui modifie légèrement son attitude. Elle reste prudente, mais elle semble plus disposée à collaborer, consciente que sa situation dépend en grande partie de la stratégie mise en place par Florent. Cette évolution crée une dynamique nouvelle, basée sur une forme de confiance naissante. Cependant, cette relation reste fragile, car elle repose sur un équilibre délicat entre espoir et méfiance. Nathalie sait que tout peut basculer rapidement, et elle ne peut s'empêcher de garder une part de réserve, comme si elle anticipait déjà d'éventuelles complications. Dans le même temps, Johanna continue d'exprimer ses inquiétudes face à l'implication de Florent, mais elle comprend progressivement qu'elle ne pourra pas le faire changer d'avis. Cette prise de conscience modifie son attitude, la poussant à adopter une position plus observatrice, même si ses doutes persistent. Paloma, quant à elle, approfondit sa préparation en vue du procès, cherchant à comprendre les différentes facettes de l'affaire. Elle collecte des informations, croise les points de vue, et tente de construire une vision cohérente qui lui permettra de rendre compte de la complexité de la situation. Cette démarche témoigne de son engagement professionnel, mais aussi de son intérêt personnel pour le récit qui se dessine. Ainsi, tandis que les différents protagonistes avancent chacun dans leur direction, une convergence progressive se dessine, reliant leurs actions dans une dynamique commune. Les événements ne sont plus isolés, mais s'inscrivent dans un mouvement global où chaque décision influence les suivantes. Et au cœur de ce mouvement, une tension croissante s'installe, annonçant une phase où les équilibres précaires risquent de céder, laissant place à des confrontations plus directes et à des révélations dont l'impact pourrait être difficile à contenir. À mesure que les événements poursuivent leur enchaînement, une transformation plus profonde commence à se dessiner, non seulement dans les faits eux-mêmes, mais dans la manière dont chacun des protagonistes perçoit désormais sa propre implication. Ce qui relevait encore récemment d'un engagement contrôlé prend une dimension plus personnelle, plus risquée, comme si les frontières entre devoir, loyauté et conscience individuelle devenaient de plus en plus floues. Chez Manu, cette évolution est particulièrement perceptible, car la relation qu'il tente de construire avec Charles ne peut plus être réduite à une simple mission ponctuelle. Chaque interaction, chaque échange, même anodin, contribue à créer un lien qui échappe progressivement à la logique initiale. Il ne s'agit plus seulement d'être présent ou d'écouter, mais de s'inscrire dans une forme de continuité qui demande sincérité et cohérence. Cette progression le place dans une position délicate, car il ressent de plus en plus fortement la contradiction entre l'objectif qu'on lui a assigné et la réalité du lien qui se construit. Il ne peut pas totalement se détacher, ni se permettre d'être entièrement transparent, ce qui crée une tension intérieure permanente. Il comprend que toute erreur, toute incohérence pourrait non seulement compromettre la relation avec Charles, mais aussi avoir des répercussions sur Ève. Charles, de son côté, commence à s'habituer à cette présence, même s'il conserve une certaine réserve. Il accepte les moments partagés, il participe davantage aux échanges, mais il ne se livre pas encore pleinement. Cette évolution progressive traduit une ouverture mesurée, qui dépend en grande partie de la manière dont Manu parvient à maintenir une posture crédible et stable. Manu prend conscience que la confiance ne se décrète pas, et qu'elle ne peut être obtenue que par une accumulation de signes cohérents sur la durée. Cette réalité renforce son sentiment d'être engagé dans une dynamique qu'il ne pourra pas interrompre facilement, car toute rupture brutale risquerait de produire l'effet inverse de celui recherché. Pendant ce temps, Ève continue de faire face à la complexité de son environnement carcéral, mais son approche évolue sensiblement. Elle commence à mieux comprendre les mécanismes implicites qui régissent les interactions entre détenus,
ce qui lui permet d'anticiper certaines réactions et de mieux gérer les situations délicates. Cette adaptation progressive lui donne une forme d'assurance nouvelle, même si elle reste consciente de la fragilité de sa position. Elle apprend à poser des limites plus clairement, à ne pas répondre immédiatement aux provocations, et à maintenir un cadre qui lui permet de préserver une certaine autorité. Cette évolution ne se fait pas sans effort, car elle doit constamment lutter contre son instinct naturel qui la pousse à s'impliquer émotionnellement. Malgré cela, elle tient bon, convaincue que cette expérience a un sens. Cependant, cette implication croissante commence à avoir des répercussions indirectes sur sa relation avec Manu. Elle attend de lui qu'il avance dans sa mission avec Charles, qu'il crée ce lien qu'elle juge essentiel, sans toujours mesurer la complexité de ce qu'elle lui demande. Cette attente, même implicite, ajoute une pression supplémentaire sur Manu, qui se retrouve pris entre deux exigences difficiles à concilier. Dans un autre registre, les conséquences de l'aveu de Jeanne commencent à prendre forme dans l'esprit de Dimitri, qui cherche désormais à structurer la suite de manière plus concrète. Il ne s'agit plus seulement d'obtenir une confession, mais de déterminer comment celle-ci pourra être exploitée dans un cadre plus formel. Il réfléchit aux éléments qui pourraient renforcer la crédibilité de cet aveu, aux preuves complémentaires nécessaires pour éviter toute contestation. Lucas, toujours impliqué, observe cette évolution avec une attention plus critique. Il comprend l'importance de consolider les éléments obtenus, mais il reste marqué par la manière dont ils ont été obtenus. Cette réflexion le pousse à adopter une posture plus mesurée, comme s'il cherchait à éviter de reproduire un mécanisme qui pourrait entraîner des conséquences similaires. Cette différence d'approche entre Dimitri et Lucas ne crée pas de conflit ouvert, mais elle introduit une nuance dans leur collaboration, une forme de déséquilibre qui pourrait, à terme, influencer leurs décisions. Dimitri reste orienté vers l'efficacité, tandis que Lucas commence à intégrer une dimension plus réflexive, cherchant à anticiper les implications à long terme. Dans le même temps, Jeanne, encore affaiblie par son malaise, se retrouve dans un état de fragilité qui dépasse le simple aspect physique. L'épisode qu'elle a vécu a laissé une trace profonde, une fissure dans sa perception de la réalité qui rend ses repères plus instables. Elle tente de rationaliser ce qui s'est passé, mais elle ne parvient pas à écarter complètement l'idée que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Cette confusion nourrit une inquiétude croissante, car elle remet en question sa capacité à maîtriser son environnement et ses émotions. Elle se retrouve confrontée à une part d'elle-même qu'elle pensait avoir contenue, et cette confrontation crée un malaise qui ne disparaît pas avec le retour à la conscience. Au contraire, il s'installe, de manière plus insidieuse, influençant sa manière de penser et de réagir. Alain, qui a été témoin direct de la situation, reste attentif à cette évolution, cherchant à comprendre sans brusquer. Il perçoit que l'état de Jeanne ne peut pas être réduit à un simple choc passager, et il adopte une posture prudente, laissant le temps faire son travail tout en restant présent. Cette approche témoigne d'une volonté de ne pas aggraver une situation déjà instable. Dans la sphère judiciaire, Florent continue de consolider sa stratégie avec une rigueur constante, mais il commence également à percevoir les résistances auxquelles il devra faire face. Le dossier de Nathalie ne se limite pas à des éléments factuels, il est aussi chargé d'une dimension émotionnelle et médiatique qui influence la perception globale de l'affaire. Nathalie, consciente de cette réalité, oscille entre espoir et méfiance, cherchant à s'appuyer sur le travail de Florent tout en gardant une certaine distance. Elle comprend que son avenir dépend en grande partie de la manière dont son histoire sera présentée et interprétée, ce qui la pousse à réfléchir davantage à sa propre position. Johanna, de son côté, continue d'observer avec une inquiétude persistante, même si elle a cessé de tenter de convaincre Florent de renoncer. Elle adopte une posture plus distante, mais reste attentive aux évolutions de l'affaire, prête à intervenir si nécessaire. Cette vigilance traduit une forme de protection, même si elle ne s'exprime plus de manière frontale. Paloma, quant à elle, poursuit son travail d'analyse, cherchant à comprendre les différents enjeux qui se dessinent. Elle s'efforce de maintenir un équilibre entre intérêt journalistique et responsabilité, consciente que la manière dont elle traitera cette affaire aura un impact sur la perception publique. Cette réflexion l'amène à affiner son approche, à nuancer ses observations. Ainsi, tandis que chaque personnage évolue dans une dynamique qui lui est propre, un mouvement plus global continue de se structurer, reliant leurs actions dans une logique commune. Les tensions accumulées ne disparaissent pas, elles se transforment, se déplacent, créant de nouvelles zones de friction. Et dans cet enchevêtrement de choix, de doutes et de stratégies, une réalité commence à s'imposer, aucune décision ne pourra être sans conséquences, et chacun devra, tôt ou tard, faire face au prix de ses actes. À ce stade,
Les tensions accumulées ne peuvent plus être contenues dans une simple logique d'attente ou d'observation, car chaque protagoniste se retrouve désormais confronté aux conséquences directes de ses choix, dans un enchevêtrement de situations où les décisions passées commencent à produire des effets impossibles à ignorer. Ce qui semblait encore maîtrisable devient progressivement instable, et chacun ressent, à sa manière, que l'équilibre fragile sur lequel il avançait est en train de céder. Chez Manu, cette prise de conscience s'impose avec une intensité croissante, à mesure que la relation avec Charles évolue vers quelque chose de plus concret, de plus humain, qui ne peut plus être réduit à une simple mission. Il ne s'agit plus uniquement de créer un lien fonctionnel, mais de maintenir une présence qui implique une forme de sincérité, même partielle. Cette transformation le place face à un dilemme qu'il ne peut plus éviter, car il comprend que toute manipulation, même subtile, pourrait briser une confiance encore en construction. Il se rend compte que la promesse faite à Ève ne peut pas être tenue sans conséquence, et que chaque pas qu'il fait vers Charles est aussi un pas qui l'éloigne d'une neutralité qu'il aurait préféré conserver. Cette tension intérieure devient plus lourde, plus difficile à porter, car elle ne concerne plus seulement une question de stratégie, mais une question de valeur personnelle. Charles, de son côté, commence à manifester une forme d'ouverture plus visible, même si elle reste prudente et mesurée. Il accepte davantage les échanges, il se montre moins sur la réserve, comme s'il commençait à intégrer la présence de Manu dans son quotidien. Cette évolution, bien que progressive, représente un tournant, car elle marque le début d'une confiance qui pourrait, à terme, devenir déterminante. Cependant, cette confiance naissante rend la situation encore plus délicate pour Manu, qui se retrouve face à la responsabilité implicite de ne pas la trahir. Il comprend que toute erreur pourrait avoir un impact durable, non seulement sur Charles, mais aussi sur Ève, qui a placé en lui une attente qu'il ne peut plus ignorer. Pendant ce temps, Ève poursuit son engagement en prison avec une détermination qui ne faiblit pas, mais son regard sur cette expérience évolue lui aussi. Elle ne voit plus seulement un espace d'enseignement, mais un environnement complexe où les dynamiques humaines prennent une place centrale. Elle perçoit des tensions, des alliances, des fragilités qu'elle n'avait pas anticipées, et elle apprend à naviguer dans cet équilibre instable. Cette évolution la rend plus solide, mais aussi plus consciente des risques liés à son implication. Elle comprend que sa présence peut influencer les détenus, mais qu'elle peut aussi être influencée en retour, ce qui l'oblige à rester vigilante. Cette lucidité renforce son engagement, mais elle accentue également la pression qu'elle ressent, car elle ne veut pas échouer. Dans un autre registre, les conséquences de l'aveu de Jeanne commencent à se préciser, notamment dans la manière dont Dimitri envisage de l'utiliser. Il ne s'agit plus seulement d'une victoire ponctuelle, mais d'un élément qui doit être intégré dans une stratégie plus large, capable de résister à une analyse plus approfondie. Il sait que la valeur de cet aveu dépendra de sa capacité à être corroborée par d'autres éléments. Lucas, toujours impliqué, reste partagé entre la satisfaction du résultat obtenu et le malaise lié aux circonstances. Cette dualité influence sa manière d'aborder la suite, le poussant à privilégier une approche plus réfléchie, plus prudente. Il ne renonce pas à son objectif, mais il cherche à éviter que les moyens utilisés ne produisent des effets incontrôlables. Cette évolution marque une étape importante dans son parcours, car elle traduit une prise de conscience plus mature des enjeux, au-delà de la simple urgence émotionnelle. Il commence à intégrer l'idée que certaines décisions, même justifiées, doivent être assumées dans leur totalité, avec toutes leurs conséquences. Jeanne, de son côté, reste profondément marquée par ce qu'elle a vécu, et son état ne peut plus être considéré comme stable. L'expérience qu'elle a traversée a laissé une trace durable, une fracture dans sa perception du réel qui influence désormais son comportement. Elle tente de reprendre le contrôle, mais elle se heurte à une inquiétude persistante qui ne disparaît pas. Cette fragilité crée une situation incertaine, où chaque interaction peut devenir un facteur de déstabilisation. Alain, conscient de cette réalité, adopte une posture encore plus prudente, cherchant à accompagner sans brusquer, à observer sans imposer. Il comprend que la situation nécessite du temps, mais il perçoit également que certaines questions devront être posées. Dans la sphère judiciaire, Florent continue d'avancer avec une détermination intacte, consolidant sa stratégie en anticipant les réactions de l'accusation. Il sait que l'affaire va entrer dans une phase plus exposée, où chaque argument sera scruté, contesté, analysé. Cette perspective renforce son engagement, car il comprend que le moindre détail peut faire basculer l'équilibre. Nathalie, consciente de cette évolution, reste attentive à la manière dont sa défense se construit, oscillant entre espoir et méfiance. Elle sait que son avenir dépend de facteurs qu'elle ne maîtrise pas entièrement, ce qui renforce son besoin de comprendre, de contrôler ce qui peut l'être. Johanna, toujours en retrait,
continue d'observer avec une vigilance constante, prête à intervenir si nécessaire, tandis que Paloma affine son approche journalistique, cherchant à restituer la complexité de l'affaire sans céder à une vision simpliste. Ainsi, toutes les trajectoires convergent désormais vers un point où les choix individuels ne peuvent plus être isolés les uns des autres. Chaque action a des répercussions, chaque décision s'inscrit dans une dynamique globale qui dépasse les intentions initiales. Et dans cette convergence, une vérité s'impose progressivement. Ce qui a été déclenché ne pourra plus être arrêté, et chacun devra faire face aux conséquences, qu'il le veuille ou non.